Bonjour, je suis Anne-Hélène Houg, directrice et conservatrice du musée de la bande dessinée à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Nous allons voir ensemble donc comment on fait des expositions. Qu'est-ce que c'est que de faire une exposition? Ça demande quoi? Et qui y travaille? Quels sont les moyens? Nous allons essayer de couvrir assez rapidement bien sûr tout cela, mais nous pourrons toujours en reparler lors du live que nous ferons ensemble si vous avez des questions, ou également vous pourrez me contacter par email pour qu'on aille au-delà de cette petite présentation. Le musée de la bande dessinée existe, a ouvert ses portes telles que vous le voyez derrière moi dans ce décor depuis 2009, dans un espace qui a été rénové pour redonner à la bande dessinée la place qu'elle mérite au sein du monde artistique et notamment du monde muséographique. Pour donner au public aussi la perception d'un patrimoine, notamment par le biais d'expositions. Le musée a fêté ses 10 ans l'année dernière, mais en fait il existe depuis 1983. Il a commencé avec une toute petite galerie qui s'appelait la Galerie Saint-Augan. Et en 2009, enfin, un grand projet de musée de la bande dessinée a été élaboré et le musée a ouvert dans un contexte architectural contemporain et beaucoup plus digne du patrimoine de la bande dessinée. Et l'idée, c'était d'inscrire la bande dessinée parmi les arts, c'est-à-dire de lui donner la place qu'elle mérite, parmi les arts plastiques et graphiques. Le musée de la bande dessinée couvre une surface d'environ 1730 mètres carrés qui sont répartis entre 400 mètres carrés dédiés à une grande salle d'exposition temporaire et 1330 mètres carrés qui comportent donc le parcours permanent et une petite salle, un ensemble de 200 mètres carrés dans lequel sont organisées également des expositions temporaires plus petites. Le musée dispose d'une collection de plus de 16 000 pièces, c'est-à-dire de planches originales, de dessins sur papier, planches originales, quelques objets, quelques livres, quelques carnets, manuscrits, études, etc., qui sont liés donc à l'art graphique de la bande dessinée, à l'art narratif séquentiel, et puis il dispose aussi de l'aide du fonds patrimonial imprimé, qui est également exposé dans le parcours de l'exposition permanente. Si l'on essaye de réfléchir quelle est la parenté, l'art ou la discipline artistique la plus proche de la bande dessinée, je dirais bien sûr que c'est le dessin et je dirais aussi que c'est la gravure. Le dessin parce que la bande dessinée passe par un dessin, même si aujourd'hui c'est un dessin qui se fait sur des supports numériques souvent. Et puis la bande dessinée passe aussi par l'impression, c'est la forme en tout cas que nous en connaissons tant que nous ne sommes pas dans de la bande dessinée numérique native. Et cette impression-là pose la question du multiple et donc elle oriente aussi beaucoup la manière dont on d'abord diffuse la bande dessinée par le livre, par l'album, et puis la manière dont on l'appréhende comme œuvre d'art unique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une planche de bande dessinée si elle n'est pas publiée, mais qu'est-ce que 36 planches, par exemple, une suite qui va nous raconter une histoire narrative, si nous n'en avons plus rien des originaux, donc plus rien de la force patrimoniale, et que tout ça n'est présent que par le livre. C'est-à-dire, peut-on encore parler de patrimoine artistique, original, qui nous montre comment un artiste travaille la matière. Parce qu'en fin de compte, il y a cette dualité dans la bande dessinée, c'est que d'abord il y a de la matière, du dessin, de la mise en place, de la composition, il y a un récit qui s'organise en images, qu'on y joigne du texte ou non, que l'on compose, que l'on raconte par le langage écrit, mais il y a également un récit qui s'organise en diffusion pour aller le plus loin possible dans les publics, pour toucher de moins en moins cher, disons, de manière de plus en plus facile, de plus en plus de monde. La bande dessinée est donc entre ce qui est l'art au sens vraiment exclusif du terme, puisqu'il y a une œuvre originale dessinée, et l'art populaire, la culture populaire. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est certainement avec la gravure
Et avec la musique, tout ce qui va passer, connaître d'autres formes transitionnelles de diffusion, ce sont certainement les arts qui font les ponts entre ce qu'on a longtemps appelé the high arts, c'est-à-dire les beaux-arts, les arts majeurs et les arts mineurs, the lower culture, la culture populaire. Eh bien, il n'y a pas dans la bande dessinée de discrimination à cet égard, même si pendant longtemps, on a pensé qu'elle était plus un art mineur, un art populaire, qu'un art artistique majeur. On expose ce qu'on veut quand on expose de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il faut toujours se sentir libre. Une exposition ne doit pas partir nécessairement d'un impératif catégorique d'avoir que des originaux ou de n'avoir que des reproductions ou d'avoir que des livres, etc. Une exposition, c'est d'abord une histoire qu'on va raconter et pour ça, tout est bon. Toutes les aides et tous les moyens sont bons. Quand vous préparez une exposition, il faut absolument avoir d'abord une vision de ce que vous voulez dire. Il faut savoir, il faut dire quelque chose qu'on a envie de dire. C'est un partage, une exposition, et c'est quelque chose qui se fait par l'œil avant tout. Et donc, quand vous décidez de faire une exposition, vous n'êtes pas totalement dans la position de l'auteur qui va écrire un livre. Ce n'est pas totalement ça. Vous êtes surtout dans la position de quelqu'un qui va faire rentrer physiquement un public dans un parcours avec des œuvres, avec une histoire qu'on va raconter. Et le plus de ce projet-là, c'est que les personnes en aient du plaisir, y fassent une expérience sensible, intellectuelle, émotionnelle, mais également qu'ils en sortent avec un plus de savoir, un enrichissement. Et une exposition, si elle ne propose pas un projet d'enrichissement et de plaisir, elle n'a pas vraiment de raison d'être, je dirais. Elle s'adresse d'abord au public. Et pour un commissaire d'exposition, la priorité, c'est le visiteur. Et ce n'est pas tellement lui ce qu'il en pense. Dans la préparation d'une exposition, il y a deux phases. Il y a la phase de préparation, je dirais, logistique, technique, qui est de concevoir d'abord, de raisonner sur son exposition, sur son objet, de voir sur quoi on va s'appuyer, le corpus d'œuvres qu'on va constituer, que ce soit un film, un costume, un personnage en plastique, un dessin qui va être au mur par un auteur ou une reproduction, ou que ce soit la planche de bande dessinée qu'on va présenter. Il faut donc déterminer son corpus et à partir de ce corpus, quand on s'est posé suffisamment de questions, il faut prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que le calendrier est toujours important dans une exposition parce qu'il faut laisser le temps au commissaire et à l'équipe de percevoir l'œuvre, de comprendre d'en extraire le meilleur en quelque sorte. Et ça c'est très important, cette liberté du rêve d'une exposition, d'une vision. Second moment, c'est de passer aux choses concrètes. Quelle œuvre? Faire des demandes de prêt. Après les demandes de prêt, contacter un scénographe parce que vous allez lui proposer une liste des œuvres avec les dimensions, les matières de l'œuvre et lui expliquer ce que vous voulez faire. Et lui va vous proposer un plan, il va vous proposer un projet, un arrangement, un accrochage. Et à partir de cela, vous allez devoir réfléchir à ce qui est encadré ou pas, ce qui est montré en vitrine, au prix d'assurance de transport, le fait que quand vous empruntez une œuvre, que ce soit un musée ou un auteur, si c'est une œuvre originale, il faut l'assurer. Que donc il faut aussi gérer cette question de l'assurance, une assurance qu'on dit clou à clou, c'est-à-dire du moment où elle quitte le propriétaire et où elle va revenir chez lui, ce sera votre responsabilité. Pour cela, vous avez besoin d'une assurance. Le transport, bien sûr, qui n'est jamais quelque chose de donné, le transport n'est jamais gratuit, c'est toujours des frais qu'il faut envisager, l'encadrement et la présentation de l'œuvre. Et puis viennent la partie scénographique de présentation au public, et cette présentation au public, vous allez devoir y penser d'une manière très immersive, c'est-à-dire vous voulez que le public ait ce plaisir dont nous parlions et vous voulez qu'ils aient le divertissement. Et pour cela, il va falloir organiser votre parcours d'une manière intelligente au sens où le public y fera une expérience positive et enrichissante. Exposer de la bande dessinée, c'est exposer avant tout des œuvres sur papier. À partir du moment où on aime montrer soit des impressions, soit des dessins originaux. Et il faut savoir que le papier
Et l'encre, les couleurs sont fragiles. Ce sont des matières fragiles. Si vous montrez des textiles et de la photographie, également c'est fragile. Donc vous allez devoir faire attention à la manière dont vous présentez ces œuvres. Le maniement des œuvres est également important, mais bien sûr, on peut considérer que vous allez les présenter en pièces uniques, comme un beau tableau, ou alors vous pouvez décider de rendre justice à l'art séquentiel, et quand vous voulez faire une exposition monographique sur l'œuvre d'un auteur, montrer une suite. N'essayez pas toujours d'extraire ici et là des petits morceaux, des petits bouts de quelque chose. Parce que quand vous allez lire un livre, vous ne lisez pas qu'une page pour comprendre le livre. Eh bien, quand vous voulez vous intéresser à la bande dessinée, vous ne regardez pas qu'une planche originale pour comprendre l'ouvrage. La page d'un manuscrit, soit-il de Sartre ou de Voltaire, n'est pas plus intéressante que l'ouvrage entier. Donc il faut vraiment comprendre que parler d'art séquentiel, c'est penser séquentiel. Il faut d'abord penser la suite ou rendre cette suite accessible par la mise à disposition de livres, d'ouvrages qui ont publié ces œuvres dans lesquelles elles paraissent au public pour qu'ils puissent les consulter sur place. On ne peut pas laisser les gens sans rien pour accompagner cette compréhension de l'œuvre. L'aspect séquentiel, c'est aussi d'encadrer éventuellement plusieurs planches ensemble. Il faut se méfier de la tentation, pour arriver à tout mettre, de tout superposer. Mais il y a des cas où on peut superposer, nous allons le voir, vous en voyez quelques-uns derrière moi sur le mur, parce qu'il y a d'abord la force du visuel. Et le dessinateur, le visuel, c'est le premier code de la bande dessinée. Lorsque vous décidez de monter une exposition, vous allez avoir plusieurs approches. Vous pouvez vous poser des questions qui sont de différents types, et surtout avoir des intérêts et des projets différents. Si vous décidez d'avoir une approche comparative, vous allez pouvoir travailler sur la transversalité. Vous pouvez fonctionner aussi dans l'associatif, c'est-à-dire dans les projets qui associent deux œuvres et qui les mettent en regard, que ce soit une peinture et que ce soit une bande dessinée. Ou la façon de traiter une thématique dans différents arts. Par exemple, la mode et la bande dessinée, le cinéma d'animation et la bande dessinée, les femmes et la bande dessinée, les super-héros, etc. C'est de la transversalité. Vous pouvez vous approcher d'une œuvre plus d'analyse littéraire, vous vous penchez sur l'œuvre d'un auteur et vous restituez par une rétrospective le parcours de cet auteur, ce qui a été le cas pour une exposition de Gottlieb ou sur Goscinny. Et on ne fait pas des expos de bande dessinée à ce moment-là, mais presque des expos sur la bande dessinée. Si vous voulez faire des expos de bande dessinée, il faudra être extrêmement vigilant sur la façon dont vous accrochez. Il ne faut pas désavantager la découverte de l'auteur en faisant un accrochage monotone. Il faut que le parcours soit intéressant, vivant, rythmé. Vous n'avez pas une petite mélodie qui répète les 3 mêmes notes tout le long. Il faut avoir un espèce de tempo, quelque chose qui donne du temps et du contre-temps dans votre parcours. Il faut surprendre le visiteur, parfois le prendre justement à contre-pied de ce qu'il s'attendait, lui permettre de découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas alors qu'il pensait bien connaître. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour faire une belle exposition, il faut tout simplement avoir des questions qui vont nous aider à comprendre ce qu'on peut apporter au public et lui apprendre des choses et lui présenter des choses qu'il aime et lui faire découvrir des choses qu'il va aimer. Avant tout, c'est la curiosité qui fait le moteur du commissaire d'exposition. Je voudrais vous montrer quelques exemples de la manière dont on peut présenter des œuvres liées à la bande dessinée, à l'illustration ou au dessin. Quel est le type d'accrochage qu'on peut faire? Ici, si vous voulez montrer des livres, vous pouvez les montrer comme ça, un peu en mosaïque. L'intérêt, c'est qu'on voit tout de suite la force de la couverture. Souvent, les couvertures sont là pour donner le contenu, envie d'ouvrir le livre bien sûr, mais aussi l'essence même du livre. Un peu de carton neutre vous permet d'éviter de mettre une œuvre en contact direct avec la peinture du mur qui est très acide. N'oubliez pas, l'ennemi d'une œuvre, c'est la lumière et l'acidité et l'humidité. Vous avez un autre exemple ici d'accrochage en mosaïque. Vous pouvez combiner tout ce que vous voulez à partir de cela, mais l'œuvre originale, ce sont des très belles gouaches. Vous pouvez la montrer de cette manière-là. La partie intéressante aussi, toujours dans la question de présenter des ensembles, eh bien, c'est de montrer aussi ces dessins
Alors vous pouvez aussi montrer des reproductions, hein, vous n'êtes pas obligé de montrer des œuvres originales. De montrer ces dessins de manière sérielle, parce que comme ça, vous donnez à voir la conception globale de l'œuvre. Ça s'appelait donc l'abécédaire, ça s'appelait Monsieur Loyal, toujours par Edmond François Calveau. Autre manière de présenter différents supports dans une exposition, eh bien, c'est d'avoir du graphisme. Quand vous avez des archives et que vous voulez les mettre un peu en avant parce que les photos sont toutes petites ou les dessins sont tout petits, à faire des reproductions plus grandes et à les mettre à côté de l'original. Si vous montrez en vitrine, vous pouvez, pareil, montrer les œuvres, que ce soit des livres, que ce soit des photographies, des albums, que ce soit des planches de bande dessinée. Vous pouvez les montrer sur des cartons neutres qui sont un peu ce qu'on utilise aussi pour les passe-partout. C'est le même type de carton neutre, c'est-à-dire sans acidité. Et vous pouvez également les encadrer. N'hésitez pas, quand vous avez des objets intéressants, à montrer un objet et à le présenter au public. Donc là, on met cette bicyclette en rapport avec cette image de publicité pour la selle idéale. Présenter des livres, présenter des gravures, c'est aussi une affaire de choix et de moyens. Vous pouvez réutiliser, toujours avoir des vitrines que vous réutilisez, vous les peignez de façon différente. Et puis n'oubliez pas de présenter vos livres ouverts avec une petite mention. Et ça vous permet aussi de diversifier pour le visiteur, de diversifier son rapport à l'œuvre. C'est bien de pouvoir avoir des vitrines, les gens prennent du temps pour regarder et pour réfléchir à ce qu'ils sont en train de voir. Et puis au mur, vous mettez quelque chose qui dialogue, pensez toujours au dialogue entre une œuvre en vitrine et l'œuvre qui est au mur. Nous allons aller regarder un mode d'accrochage de bande dessinée maintenant. Dans l'art séquentiel, il y a l'idée de séquence, il y a l'idée de suite, et donc il faut essayer de faire comprendre comment un auteur, un dessinateur, conçoit sa suite. Alors vous vous dites, mais finalement c'est un discours technique, mais l'œil du visiteur, il voit ça, et je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là, de lui proposer du sens qu'il repère immédiatement. On n'a pas besoin de lui expliquer, il va le lire. Ici, nous avons un aspect intéressant du mode d'exposition de la bande dessinée. Vous n'aurez pas toujours les moyens de montrer des originaux. On vous proposera aussi des fois des tirages numériques parce que les auteurs n'ont pas toujours fait avant des dessins directement sur le papier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est montrer les tirages numériques. Vous pouvez même les mettre en dimension plus grande, les accrocher simplement au mur ou sur un support parce que c'est du papier, c'est un multiple, n'a pas de valeur énorme. Et puis à côté, essayez quand même de montrer, demandez à l'auteur s'il a des carnets préparatoires, des études, des croquis, des petites choses qu'il a faites avant de passer au travail directement sur la palette graphique. Là, on signale cette œuvre par un accrochage avec un cadre. Si vous avez par exemple un croquis, essayez de montrer la page finie à côté. À proximité, vous pouvez aussi avoir des livres que vous proposez à la lecture, ce qui permettra de découvrir l'œuvre de l'auteur et de comprendre comment il a travaillé. Nous allons faire un tour dans l'exposition Trondheim parce que je voudrais vous montrer l'utilisation du graphisme mural, ce qu'on appelle le blow-up, c'est-à-dire le surdimensionné à partir d'un visuel de bande dessinée. Pensez toujours que vous ne faites pas une exposition pour les spécialistes de la bande dessinée, vous faites une exposition pour tous les publics. Vous allez vous adresser à des enfants, vous allez vous adresser à leurs parents, à leurs grands-parents éventuellement, et à des adolescents qui ont tout à fait autre chose en tête, ou à des grands fans de certains auteurs et pas tellement d'autres. Donc essayez toujours de travailler le côté découverte, c'est important. Et la perception visuelle d'un espace qui sinon fait peur, souvent les jeunes n'ont pas très envie d'aller dans les musées, ça ne les amuse pas énormément, il y a des gens qui répugnent à aller voir des expositions même si ce sont dans des centres culturels, des bibliothèques. Donc la façon de leur faire passer le pas, eh bien, c'est souvent de travailler sur le visuel, c'est-à-dire sur l'intérêt graphique d'une image. Il faut interpeller le visiteur en travaillant beaucoup sur l'importance que peut avoir le dessin. Alors ça a certains coûts, évidemment, mais je vous invite aussi à penser que des fois, des dessinateurs qui sont autour de vous ou des auteurs
peuvent vous aider à faire des expositions, à les rendre plus sympathiques en dessinant sur les murs ou en venant peindre sur les murs ou en faisant du graphe. Ici, c'est l'auteur, Lewis Trondheim, qui lui-même est venu ponctuer son exposition de dessin avec des petites histoires drôles qui sont liées à l'actualité. Ici, vous avez une map monde qu'il a faite dans une petite cabane un peu plus close, un lieu un peu plus ludique, plus amusant. Mais ici, il a passé donc les 2 jours qui ont précédé l'ouverture de l'exposition à semer, à parsemer, à ponctuer l'expo de petites réflexions personnelles qui sont liées aux œuvres, qui sont liées à une actualité, et toujours avec beaucoup d'esprit, avec beaucoup d'humeur. Vous pouvez également demander à des graphistes de vous reproduire des images ou de travailler là-dessus. Vous pouvez demander à des écoles de faire aussi un travail graphique à partir de cette bande dessinée ou de certains motifs. À partir du moment où vous travaillez sur un atelier, avec un atelier de bande dessinée, cet atelier peut déboucher sur la mise en place d'une exposition, l'accompagnement graphique d'une exposition. Si vous mettez du son libre, mettez-le toujours de manière canalisée, de manière cadrée. Essayez d'enfermer ce son. Vous pouvez faire une cabine de son, un espace de son, mais il faut limiter l'extension de ce son, la diffusion de ce son dans l'espace, parce qu'un public a besoin de sérénité, et il a besoin de calme, et il a besoin de plaisir pour visiter une exposition. Une exposition, ça doit donner aussi l'occasion d'un dialogue entre les générations, entre les gens. C'est une façon de remettre de la vie dans les rapports, de redonner de la matière aux rapports, et surtout de faire une expérience partagée. Il y a souvent dans la manière de présenter la bande dessinée, quand on veut la confronter à d'autres arts, un problème, je dirais, dimensionnel. Évidemment, quand vous décidez de faire des accrochages d'œuvres figuratives ou d'œuvres baroques ou de mosaïques antiques et de mettre de la bande dessinée en regard, vous allez vous dire, mon Dieu, j'ai des pièces énormes et à côté, j'ai une toute petite planche qui se promène comme ça. Eh bien, il ne faut pas hésiter à travailler le côté précieux, le small but fine, le petit côté qui fait que justement, il y a quelque chose de très délicat dans l'œuvre du dessin. La nature du dessin, c'est avant tout une approche de délicatesse. Et je pense qu'il faut se dire que le dessin est à la source de tout. C'est avec le dessin qu'on fait des vitraux, qu'on fait des maisons, qu'on fait des projets. Tous les projets qui mènent vers l'art ou la construction ou l'élaboration dans l'espace, on commence avec un dessin. Nous mettons nos idées en schéma par un dessin. Donc le dessin, c'est notre geste premier et il est extrêmement délicat. Et à cet égard, rendons-lui la place qu'il a, c'est-à-dire cette place originelle de noyau, de potentiel précieux. Et donc vous pouvez après élargir en jouant sur le code visuel, en jouant sur l'image et travailler en l'accrochant sur une fresque qui reprend le visuel à grande échelle. Vous pouvez demander aussi à des personnes de faire des dessins sur le mur derrière qui reprennent des thématiques. Par exemple, si vous connaissez un graffeur, demandez-lui de vous faire un graphe sur un mur et accrocher plusieurs œuvres ou de reproduction d'œuvres de Superman ou de Batman ou de Wonder Woman ou de Harley Quinn ou d'autres sur le mur. Il faut toujours se dire que le petit n'est pas nécessairement un désavantage. Vous allez d'abord regarder certes le gros, mais si le petit est soutenu, est appuyé par un effet visuel fort, un temps visuel de découverte et d'émerveillement fort parce que les images vous sautent en quelque sorte à la figure, elles vous sautent aux yeux, eh bien vous contrebalancez assez positivement la présence d'une œuvre d'art unique. Lorsqu'on décide de rendre les choses plus immersives ou de les accompagner d'une manière culturellement plus diversifiée, par exemple, vous décidez de montrer des interviews d'auteurs, il faut essayer d'éviter de trop décrocher parce que l'audiovisuel a une place extrêmement séduisante dans une exposition, c'est une tentation. On a tendance à en mettre un peu partout pour meubler là où on n'a pas des choses qu'on arrive à dire avec des œuvres. Alors c'est juste, on peut essayer de faire comme ça et on peut faire comme ça.
Seulement, il faut toujours faire attention qu'avant tout, il faut que l'audiovisuel et tout ce qu'on va rattacher porte l'œuvre. Ils viennent à l'appui de l'œuvre, ils ne viennent pas en concurrence de l'œuvre. Et ce sera à vous de faire en sorte que cet équilibre reste, que ce rapport de force reste. Sinon, l'auteur va être submergé par le discours qu'on tiendra sur lui ou par... C'est pareil pour les textes de salle. Personne n'a assez de patience pour lire 2000 signes. Il fait des petits textes de salle avec des petites idées bien claires et des mots simples et aller jusqu'à 1000, 1200 signes pour un texte de salle. Tout à l'heure, je disais que quand vous êtes dans un espace d'exposition, vous avez de l'audiovisuel et on pouvait mettre des livres. Eh bien, le livre est là pour donner l'ampleur de l'art séquentiel. Il est là d'abord pour faire connaître complètement le talent d'un auteur ou les divers traitements d'une thématique. Et puis, un livre, il est là parce qu'il permet d'intérioriser, de se retirer aussi dans une lecture qui d'ailleurs n'est pas toujours personnelle, privée, elle peut être partagée. Dans une exposition, il n'est pas rare de voir des gens lire ensemble une bande dessinée. Et donc là, on peut penser que le livre est là à disposition comme une prolongation, une sorte de petit geste de mémoire, parce que ce livre-là, c'est ce que vous pouvez emmener aussi chez vous, c'est ce que vous pouvez trouver dans une bibliothèque. Il y a ce rapport à l'accessibilité de cet art et à la jouissance directe, sans intermédiaire de musées et de murs et d'œuvres, par la suite. C'est-à-dire que l'exposition, elle est là pour vous montrer des œuvres d'art, mais aussi pour vous amener vers une production artistique et intellectuelle particulière. Nous allons parler des 5 concepts qui sont les lignes directrices, en quelque sorte, les règles de conduite d'un bon commissaire d'exposition. Premièrement, une image appartient à son auteur et éventuellement à son éditeur. Et donc, il est toujours élégant de contacter l'éditeur ou de contacter l'auteur pour dire qu'on fait cette exposition. Après, on peut aller chercher les œuvres, faire des demandes de prêt. Il est aussi important de ne jamais oublier les collectionneurs et les prêteurs qui ont contribué au succès de votre exposition et à sa réalisation. Ensuite, vous avez le maniement des œuvres. C'est une question extrêmement importante. Une œuvre se manie avec précaution. Lavez-vous les mains avant de la toucher, ne la laissez pas traîner et gardez-vous bien d'aller promener vos doigts et de frotter les œuvres, les encres et les crayons, etc. Ce ne sont pas vos propriétés. Il faut qu'elles durent le plus longtemps possible et elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Troisième sujet, pensez aux visiteurs, pensez toujours aux visiteurs quand vous imaginez votre exposition. C'est son corps qui va être votre corps lorsque vous le penserez. Vos yeux doivent être à la place de ses yeux. Et donc, si vous voulez de la surprise, mettez-vous toujours dans sa peau, essayez de voir ce que vous allez lui proposer et surtout, 4e règle importante, ne pas permettre l'ennui. Évitez la monotonie, créer du rythme, de la vie, de la surprise et du savoir. 5e règle, soyez content de votre travail et amusez-vous bien.